Eh bien, bonjour. Moi, c'est Lucrezia Di Battista. Je travaille pour le CETIC, dans l'équipe qui a organisé l'événement. Je vous donne le bienvenu dans cette salle numéro 3. Et comme nous avons un peu de retard, je voudrais déjà inviter notre premier orateur. Je l'invite sur scène. Donc, c'est Monsieur Olivier Dubois, inspecteur général de la ville de Charleroi. Alors, Monsieur Olivier, je vous invite à monter sur scène pour démarrer votre présentation. Voilà. Voilà. Bonjour, Est-ce qu'on monsieur. m'entend? Bonjour. Oui, je vous entends. Voilà. Si quelqu'un des invités peut faire un signe avec un emoji ou un chat, super. Je pense qu'en salle, on vous entend bien. Donc, je propose de démarrer vite la présentation et je rappelle les questions dans la session Q&A qu'on va répondre à la fin de la présentation. Merci, je vous laisse la scène. Parfait, merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais partager ma présentation. Alors, voilà. Partager, voilà, je pense que normalement, ça doit fonctionner. Diaporama, voilà. Ok. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Mais donc voilà, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Donc mon nom est Olivier Dubois, je suis inspecteur général à la ville de Charleroi, en charge des ressources internes, c'est-à-dire tous les services supports, les services qui sont en appui des autres services au sein de la ville. Donc ça passe par l'informatique, la communication, mais également la GRH. Et c'est probablement à ce titre-là qu'on m'a invité à témoigner auprès de vous de la manière dont la question du télétravail a été gérée au sein de notre administration. Alors, vous le verrez très vite, nous sommes très loin des concepts et des réalités et des éléments que vient de décrire Monsieur Schroeder sur plusieurs éléments relativement importants de ce qu'il a préparé, mais c'est la réalité qu'on a vécue dans une administration locale comme celle de la ville de Charleroi. J'ai la faiblesse de croire qu'elle est effectivement illustrative d'éléments qui ont pu être rencontrés dans de nombreux autres pouvoirs publics, sensiblement de pouvoirs locaux, parce que je pense qu'effectivement, en la matière, les pouvoirs régionaux, fédéraux ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont probablement un peu plus avancés que nous. Alors, la petite présentation que je vais vous faire, qui devrait durer un quart d'heure environ, va se structurer autour de 4 éléments. Quelques éléments de contexte sur ce qu'est l'administration communale de la ville de Charleroi, pour que vous vous rendiez bien compte de quelle est notre réalité. Quelques éléments sur la question du télétravail qui préexistait à l'apparition de la crise sanitaire. Où en étions-nous, je dirais, à la veille de début mars, juste avant l'apparition de la crise. Des éléments sur la manière dont la question du télétravail au sein des 2 vagues a été gérée au sein de l'administration communale, et quelques éléments de perspective sur ce que l'expérience actuelle nous a enseigné et ce qu'elle a induit en termes de projets sur la question du télétravail à l'avenir. Voilà, alors, premier élément, quelques éléments de contexte. Donc, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, la ville de Charleroi, c'est la plus grande commune de Wallonie. N'en déplaise aux Liégeois, nous avons quelques milliers d'habitants de plus qu'eux. Donc, on est effectivement face à un pouvoir local qui n'est pas la moyenne des pouvoirs locaux wallons, mais qui est vraiment quelque chose de très grande taille. Alors, petit rappel aussi, lorsqu'on parle de pouvoir public, et par exemple au niveau de Charleroi, ça n'est pas que l'administration communale. On se présente aussi sur le territoire un CPS, une zone de police, 2 régies communales autonomes, des intercommunales et une zone de secours qui regroupe maintenant les forces de pompiers. Et donc ici,
je vais bien vous parler de l'administration communale, pas des autres pouvoirs locaux Carolo, même si eux ont certainement connu des réalités qui s'inspirent et qui s'approchent peu ou prou de ce que nous avons connu ces derniers temps. Alors, l'administration communale de la ville de Charleroi est un employeur très important. Je vous ai repris ici les chiffres de fin septembre sur le nombre d'employés, d'ouvriers dont nous disposons, et également une catégorie un peu particulière qui est les surveillants de garderie, qui sont des personnes qui possèdent des contrats de petite ampleur. Et donc, Monsieur vous voyez Dubois, qu'on a effectivement… Monsieur Dubois, désolé, petite intervention. Apparemment, on ne voit plus la présentation. Et je confirme. On ne voit plus la présentation. Oui, si vous pouvez gentiment repartager votre écran. Et on l'a vu à un moment donné, au début, ça a fonctionné? Oui, oui, on l'a vu. Et à un moment, on est retourné sur la caméra. D'accord. Alors, je vais repartager alors. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Oui, voilà. Maintenant, on est à nouveau sur la présentation. Merci. Pas de souci. Donc, je disais, effectivement, l'administration communale de la ville de Charleroi, c'est un grand nombre d'employés et d'ouvriers. Je vous ai pris ici des chiffres sur les slides. On est évidemment, du coup, bien loin des structures de petite taille dont vantait les mérites M. Schroeder il y a quelques instants. C'est d'autant plus vrai que en matière communale, les budgets et le volume du personnel n'est pas linéaire par rapport à la taille de la commune. Mais puisque les grandes communes ont tendance à fournir beaucoup de services pour les communes environnantes, on est vite dans des progressions de type exponentiel, et donc on a effectivement un grand nombre de personnel. Et ce grand nombre de personnel est également très diversifié. Donc ici, vous voyez à l'écran quelques exemples des profils et des fonctions que l'on trouve tant au niveau des employés que des ouvriers au sein de l'administration communale, et au niveau des employés qui sont plus directement concernés par le thème qui nous occupe. On a aussi bien des juristes, des psychologues, des graphistes, des informaticiens, des comptables et un grand nombre d'assistants administratifs. Donc ça, c'est un petit peu pour vous cadrer le contexte dans lequel on se trouve. Alors, quelques éléments sur la manière dont le télétravail était envisagé avant l'apparition de la crise sanitaire. Mais tout d'abord, je pense qu'à la ville de Charleroi, comme dans de nombreux pouvoirs publics locaux, le télétravail n'était pas culturellement très implanté dans notre mode de fonctionnement. À tel point qu'avant 2018, on ne trouvait rien, ni dans nos textes, ni dans des initiatives qui avaient été lancées au sein de l'administration. Le point de départ de la question du travail à domicile et du travail à distance, c'est une note de service qui date de mars 2018, où le directeur général a souhaité introduire un projet pilote de travail à domicile occasionnel, et les termes ont toute leur importance puisque ce travail à domicile occasionnel ne peut pas tout à fait être assimilé à ce que l'on a l'habitude de considérer comme étant du télétravail, puisque il s'agissait d'une initiative accessible sur base volontaire de la part des agents, qui ne pouvait pas dépasser un jour par semaine, mais qui l'était également de manière occasionnelle. Donc, il n'était pas question d'un travail à domicile tous les jours de toutes les semaines. C'était de manière ponctuelle et occasionnelle qu'on pouvait avoir recours à cette forme de travail à domicile. Il n'y avait pas de remboursement de frais et il fallait l'aval de la hiérarchie et identifier préalablement les tâches précises pour lesquelles l'agent souhaitait pouvoir travailler un jour maximum par semaine à domicile. Donc, on était vraiment dans une forme, je dirais, particulière et adaptée à des circonstances particulières qui permettaient le recours du travail au domicile de l'agent. Alors, cette initiative s'est déroulée de mars 2018 jusqu'à la veille du confinement, et fin de l'année dernière, estimant que la phase pilote nous avait suffisamment permis de tirer des enseignements, l'administration a réalisé une enquête de satisfaction sur le dispositif. Quelques éléments qui ressortent de cette enquête de satisfaction de fin 2019. Donc, nous avons obtenu 78 réponses d'agents qui avaient eu recours au dispositif. Il était bien constaté qu'il était utilisé de manière occasionnelle.
puisque 52% l'utilisaient moins de 5 fois par an, 82% l'ont utilisé moins de 10 fois sur l'année. On trouvait une surreprésentation par rapport à l'ensemble de nos agents et à l'ensemble des employés, des femmes, des collaborateurs avec enfants. Donc, on retrouve là des éléments qui sont liés à la vie privée, leur qualité de vie, essentiellement sur les aspects de gain de temps en transport, de réduction du stress et de souplesse des horaires que cela procure. À cette époque-là, je dis bien à cette époque-là, il n'y avait pas de demande qui transparaissait de l'enquête de satisfaction, d'une demande massive des répondants afin de basculer dans une fréquence fixe, un jour fixe par semaine de toutes les semaines en télétravail. Ça n'était pas quelque chose, en tout cas, qui ressortait de l'enquête de satisfaction. Au niveau des freins, la pression hiérarchique était perçue comme un frein. Donc, apparemment, dans certains services, c'est encore perdu. Donc, je vais relancer. Je ne sais pas ce qui se passe. Hop. Oui, en effet, Oui. je pense que quand il y a un petit souci de connexion, alors le mode présentation s'arrête. D'accord. Alors, je vais le repartager en espérant qu'il n'y ait plus beaucoup d'interruptions. Voilà, on repart au début. Donc, on en était là, voilà. Donc, je disais que apparemment, dans certains services, la pression hiérarchique était perçue comme un frein à l'utilisation du dispositif, ainsi que pour certains agents, la difficulté du management à distance. Voilà, quoi qu'il en soit, le résultat a été perçu par l'autorité comme étant globalement positif, ce qui a permis et qui a entamé des travaux en vue d'une pérennisation du projet pilote. Et une première discussion avait d'ailleurs eu lieu avec les organisations syndicales afin de ancrer ce dispositif de travail à domicile occasionnel dans nos textes et dans nos statuts réglementaires. Et puis survint la crise du Covid, donc ce dispositif de pérennisation n'avait pas abouti au moment où la crise sanitaire est apparue. Donc on bascule là maintenant dans une autre réalité à partir du mois de mars, qui est évidemment la manière dont nous avons eu à gérer le recours massif au télétravail en application des recommandations des autorités sanitaires, qu'elles soient fédérales ou régionales, en matière de lutte contre la propagation du coronavirus. Alors vous avez ici un petit peu les différentes dates clés qui ont abouti au basculement, je dirais, le plus abouti du télétravail au début de la crise sanitaire. Vous voyez bien que ça s'est déroulé en plusieurs étapes qui se sont succédées sur quelques jours. Je vous remémore à ce moment-là également les dispositions et les recommandations qui étaient exprimées par les autorités sanitaires, qui se succédaient tous les 2-3 jours également. Et donc, en réaction, je dirais, nous avons au sein du management essayer d'appliquer au mieux les recommandations qui nous étaient fournies. Donc, on avait effectivement un peu anticipé au tout début du mois de mars l'apparition de la crise, et la première étape qu'on avait mis en place, c'était d'identifier pour des fonctions critiques des doublons, des gens dont l'absence conjointe aurait posé de gros problèmes de fonctionnement au service de la ville. Et donc, pour ces doublons, on avait déjà organisé dès le 10 mars une présence alternée entre 2 personnes, une au bureau et une à domicile. Et pour toutes ces personnes-là, on les avait évidemment équipées des ordinateurs portables qu'on avait à notre disposition, et on leur avait fourni un accès VPN. Dès le 13 mars, on bascule déjà dans une réalité différente, et donc on annonce au niveau de l'autorité qu'on souhaite favoriser le télétravail. Le temps de s'organiser, on annonce évidemment aux agents que les instructions allaient suivre quelques jours plus tard, ce qui est fait dès le 16 mars, où on autorise le travail sans limite de jours, donc ça pouvait aller jusque 5 jours par semaine, et pour tout agent pour qui c'est possible. On annonce également à cette occasion-là, parce qu'on s'est vite rendu compte, et je vais y revenir dans un instant, des difficultés matérielles que cela posait en termes de disponibilité de matériel informatique. Et donc, déjà à ce moment-là, on annonçait que pour tout qui c'était possible, le matériel personnel pouvait être utilisé, bien sûr, sans accès VPN pour ces agents-là, puisque pour des problèmes de sécurité.
je vais relancer une nouvelle fois la présentation. Oui, monsieur Dubois. Et je profite pour vous prévenir qu'il reste 5 minutes. Ça va, merci. Je vois qu'on a perdu la connexion. Ah, voilà. Vous avez perdu. Voilà. Partager, voilà. Ensuite. Voilà. Et donc, à partir du 19 mars, ben là, c'est le confinement total, où tous nos agents étaient soit en télétravail, soit en dispense de service, hormis les agents dont la présence sur le terrain était indispensable. Alors, quelles ont été les difficultés, les écueils qu'on a rencontrés lorsque on a dû basculer dans ce mode de télétravail massif, constatant que notre administration n'était clairement pas préparée à ce basculement soudain. Ben, on a rencontré de nombreuses difficultés logistiques. Très vite, on s'est aperçu qu'il y avait trop peu de PC portables et on a essayé de réquisitionner un maximum de petites tours et des écrans pour essayer d'équiper un maximum d'agents, mais même ça n'était pas suffisant. Et donc, on a effectivement, on s'est retrouvé avec des gens qui doivent soit utiliser leur matériel personnel, soit étaient même en grosse difficulté à pouvoir travailler à distance. Le système VPN n'était pas adapté à une si grande masse d'accès. On avait un logiciel libre qui gérait ça pour un petit nombre de personnes. Et donc là également, on s'est vite trouvé face à une difficulté, je dirais, de manière logistique. Nos équipements n'étaient pas toujours équipés de caméras et de micros, ce qui posait évidemment des problèmes à un certain nombre d'agents pour réaliser des réunions en vidéoconférence. Donc ça, c'est une série de difficultés logistiques à laquelle on a été confrontés. On a également rencontré des difficultés plutôt de type managérial. La hiérarchie n'était pas préparée à manager à distance, donc on n'avait pas réalisé de formation préalable sur les outils de management à distance, donc ça n'a pas été évident pour l'ensemble de la ligne hiérarchique de continuer à suivre et à bien piloter le travail des agents à distance, surtout que le télétravail était massif. Je dirais, on a effectivement rencontré un certain nombre de difficultés à ce moment-là. Et de manière certes limitée, mais on a aussi été confronté à certains agents qui étaient rétifs à l'idée que la crise sanitaire, je dirais, justifiait qu'ils aillent un peu au-delà de leur envie de ne pas télétravailler. Alors, s'ajoute à cela des difficultés qui étaient propres à la crise et qui, je dirais, qui n'étaient pas liées simplement au fait de recourir au télétravail. D'autres entreprises, évidemment, avec des agents qui étaient présents au domicile, mais avec d'autres personnes, et donc c'est pas la même chose de travailler seul à la maison que de travailler avec toute la famille, ce qui posait parfois de c'est pas la même chose d'avoir 1 ou 2 jours de télétravail par semaine et 5 jours, on bascule dans des réalités qui sont tout à fait différentes. Et le retour lui-même a généré chez un certain nombre d'agents des difficultés psychologiques et des craintes légitimes pour revenir au travail. Voilà. Alors entre les deux vagues, je dirais que entre les deux vagues, on a oscillé en fonction des recommandations sanitaires entre des périodes de recours au télétravail, je dirais moins massif et des extensions de télétravail importantes, jusqu'au moment où, en raison de la seconde vague, on a rebasculé, je dirais, à un recours au télétravail 5 jours par semaine. Voilà. Alors donc, actuellement, en pleine deuxième vague, comme je viens de le dire, on est en situation de télétravail avec une présence minimale sur le terrain, 4 jours, voire 5 jours de télétravail par semaine et toujours d'application actuellement. Nos lacunes constatées lors de la première vague sont toujours bien présentes et on y pallie, mais de manière très progressive parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Par exemple, on vient de basculer dans une logique d'achat systématique de PC portables chaque fois qu'on remplace nos PC tours, mais évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On essaye, et le service informatique a procédé à des manipulations pour renforcer la bande passante, pour permettre évidemment à tous les agents de travailler en même temps sur cette bande passante.
On planche actuellement au niveau de la RH sur des projets de formation de management à distance, mais en la matière, on est toujours au stade de la réflexion. Et donc voilà, ça c'est la situation un petit peu actuellement. Et je pense, enfin j'ai constaté moi personnellement en tout cas que cette réticence qu'on avait déjà constatée chez certains au recours au télétravail de la première vague est également renforcée lors de cette deuxième vague, peut-être suite à l'expérience de la première et aux difficultés que ça avait généré. Voilà, quelques éléments sur maintenant ce que cette crise et ces crises successives, puisqu'il y a eu 2 vagues, induisent en termes de perspectives et de management RH au sein de l'administration. Il y a tout doucement la perception unanime, tant au niveau de l'autorité que chez les travailleurs et chez les organisations syndicales, que notre organisation du travail de demain ne sera plus celle qu'on en a connue avant la crise sanitaire. Et qu'en matière de travail décentralisé, on va basculer vers un recours au télétravail systématique, un nombre fixe de jours par semaine, qu'il soit fixe donc et généralisé, sauf évidemment lorsque les nécessités du service et de la fonction l'imposent. Et donc on va certainement ici, et les discussions s'entament tout doucement avec les organisations syndicales, discuter des modalités pratiques d'un recours systématique au télétravail pour tous les agents pour qui c'est possible. Ça nécessitera évidemment également de pas seulement d'adapter nos statuts, nos textes, mais également adapter nos infrastructures, adapter nos logiques de management. On va devoir effectivement former la ligne hiérarchique à des outils de management à distance, mais également développer les managements, probablement un management plutôt orienté objectif que quantité, heure, présence, de présence sur site. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments qui vont amener à ce que nous évoluions dans ces questions-là. Toutes ces questions pouvant également avoir des répercussions indirectes sur d'autres aspects, comme le recours accentué à la tenue de réunions virtuelles, mais également l'organisation pratique et physique, je dirais, de nos bureaux. Et en la matière, il y a des réflexions qui sont entamées, puisqu'on est simultanément occupé à investir une nouvelle site administrative. Donc voilà, quelques éléments de conclusion pour synthétiser le témoignage que je viens de vous exprimer. En matière de télétravail, je pense que les pouvoirs publics locaux, et Charleroi en est un exemple, accusent un retard important sur d'autres pouvoirs publics, parce que les témoignages qui me reviennent, par exemple de la région wallonne, je pense qu'ils sont plus avancés que nous, et également évidemment sur le secteur privé. Que la période du Covid a été gérée de ce point de vue. Il y a des solutions qu'on a dû imaginer, bricoler en urgence, et évidemment qui n'étaient pas celles qui auraient été idéales, enfin plus adaptées en tout cas si on avait pu se préparer à cette crise et à son impact en termes de télétravail. Que demain, le recours structuré à du télétravail semble être devenu inévitable au regard de l'expérience que l'on vient de vivre, et qu'on va devoir faire de ce point la réflexion sur le télétravail un élément clé et stratégique de nos objectifs RH, ce qui va nécessiter d'adapter nos textes, notre infrastructure et nos pratiques quotidiennes de travail. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je m'excuse encore une fois pour les petits problèmes techniques de cette présentation. Merci à tous. Merci à vous, Monsieur Dubois. Beaucoup de choses à dire, très intéressant. Nous avons un petit retard sur le timing. Donc, je propose, s'il y a des questions, vous pouvez les écrire dans l'onglet Q&A. Et je propose à Monsieur Dubois de regarder les questions et peut-être répondre directement dans la session. Donc, je propose de passer directement à notre deuxième orateur. Donc, nous avons la ASBL Symbiose, Monsieur François Lestrade, directeur, que je vais vite inviter sur scène. Voilà, Monsieur François Lestrade. Vous avez un pop-up d'invitation à monter sur scène. Voilà. François, est-ce que vous pouvez activer la caméra? Ou vous voulez directement partager? Ah voilà, partager directement l'écran. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ok, nickel. Et je vous laisse la parole. Merci.
Merci, bonjour à tous et merci Monsieur Dubois pour cette présentation qui est en lien, qui me permet d'enchaîner assez facilement puisqu'on reste dans le domaine du télétravail. Je vous demanderai d'être indulgent, c'est un exercice un peu particulier, mais comme on est complètement dans le thème, une conférence à distance, je n'en ai pas l'habitude, je tâcherai de faire ça au mieux, notamment en matière de timing et de ne pas alimenter ni le retard, ni vous laisser sur votre faim en matière d'information. Je m'appelle François Lestrade et je suis conseiller en prévention. Je suis un des deux fondateurs de la société Symbiose, qui n'est pas une ASBL, mais une entreprise SRL pour être précis. Et le sujet à aborder aujourd'hui en lien avec le télétravail, est complètement dans le thème, puisque nous sommes conseillers en prévention et nous avons de nombreuses questions issues du terrain concernant le rôle et les mesures de prévention en matière de télétravail. C'est un gros chamboulement. La situation actuelle et la mise en place du télétravail de manière intensive pose beaucoup de questions et présente donc un défi pour les employeurs. Alors le petit programme que j'ai établi pour cette présentation, une brève introduction. Ensuite, on abordera les responsabilités de l'employeur par rapport à la loi du 4 août 1996, je vais en reparler. On abordera également les risques et les mesures de prévention pour le télétravailleur, ce qui n'a peut-être pas été identifié dans la loi lors de sa création. Et enfin, les défis à venir en matière de sécurité et de bien-être au travail. En guise d'introduction, donc, voici ce que j'ai délibérément fixé comme limite. Et donc, on va aborder tout ce qui est impact du télétravail sur l'organisation du travail, ainsi que la sécurité et le bien-être du télétravailleur. Et enfin, les moyens à disposition de l'employeur pour pouvoir rester en phase avec la législation. Juste pour fixer les limites et le cadre, nous ne traiterons pas durant cette présentation de l'aspect médical de la pandémie. Je ne suis pas médecin et ce n'est pas le sujet. Nous n'aborderons pas non plus les lois sociales et le contrat de travail avec de nombreuses difficultés, notamment, comme l'a dit Monsieur Dubois, en matière de taux de présence, la surveillance des travailleurs, les horaires et donc plutôt un mode de fonctionnement à l'avenir sur l'objectif plus que sur la présence effective au travail. C'est un sujet qui fait beaucoup de débats et que nous abordons souvent durant nos prestations, mais qui ne sera pas abordé ici. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, c'est juste que ce n'est pas notre domaine de prédilection. On n'abordera pas non plus le complotisme, avec un petit brin d'humour bien entendu, tout ce qui gravite autour de cette pandémie et de ce qui nous amène à l'heure actuelle à rendre le télétravail obligatoire. Toujours en guise d'introduction, le rôle du conseiller en prévention, qui n'est peut-être pas forcément évident pour le public lambda. Le conseiller en prévention est une personne dont le rôle est obligatoire dans toute entreprise en Belgique. Donc 250 000 entreprises en Belgique qui sont obligées de mettre en place une politique de prévention. Je vais y venir. Le conseiller en prévention est la personne qui va aider l'employeur, en l'occurrence, à mettre en pratique cette politique de prévention. Je vous détaillerai ça un petit peu plus loin. Donc, c'est notre rôle en tant que conseiller en prévention de conseiller, comme le nom l'indique, conseiller l'employeur. Justement, l'employeur, c'est lui qui nous occupe aujourd'hui, qui est dans une position un peu inconfortable, puisqu'il se voit obligé de mettre en place le télétravail autant que possible, et d'un autre côté, se voit attribuer depuis 1996, et bien avant d'ailleurs, une responsabilité quant à la sécurité, la santé et le bien-être du travailleur. Et donc la responsabilité de l'employeur, c'est de veiller à ce que le travail s'accomplisse dans les conditions convenables au point de vue de la sécurité de la santé du travailleur et que les premiers secours soient assurés en cas d'accident. Alors déjà, d'expérience, c'est déjà assez compliqué à mettre en place dans une entreprise au quotidien. Ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, tant financier qu'en ressources et en temps, pour atteindre les objectifs fixés par la loi.
cette loi du 4 août 1996, qui est issue d'une directive européenne de 1992, et qui impose donc à l'employeur de veiller à la sécurité et à la santé de ses travailleurs. Vous voyez en bas à droite cet employeur qui se questionne en disant « Moi, mais que puis-je donc bien faire par rapport à cette responsabilité ?» Heureusement, les conseillers en prévention sont là pour l'aider dans cette mission, sauf que à l'heure actuelle, le télétravail survient et remet en cause et complique encore plus la tâche de l'employeur quant à cette responsabilité. Comment voulez-vous, à un moment donné, qu'un employeur puisse veiller aux conditions de travail convenables, à la sécurité et à la santé de ses travailleurs lorsque ceux-ci sont à la maison? Ne parlons évidemment pas des premiers secours en cas d'accident et des autres difficultés qui vont en découler. Donc cette responsabilité de l'employeur, c'est une réalité à l'heure actuelle et qui va poser problème lorsque le travailleur sera en télétravail. Alors avant de creuser cette difficulté, un petit rappel pour certains ou une information pour d'autres, avec les obligations de l'employeur décrites dans cette loi du 4 août 1996, qui sont reprises dans le Code du bien-être au travail de 2017. Donc quelques obligations, je ne les ai pas listées toutes, sinon on en avait pour la journée, mais parmi celles-ci, quelques essentielles que j'identifie comme problématiques à l'avenir en matière de télétravail, c'est notamment la mise en place d'une politique de prévention et d'un système dynamique de gestion des risques. C'est une obligation légale pour l'employeur de mettre en place un système de gestion des risques au sein de son entreprise. Alors quand on est une entreprise de maçons, le télétravail est peut-être un peu compliqué. Par contre, dans d'autres domaines, on a des entreprises qui ont favorisé de par l'obligation, qui ont privilégié le télétravail et qui se retrouvent donc avec de nouveaux risques à devoir gérer, des risques qui a priori n'étaient pas présents sur le lieu de travail conventionnel, si je peux dire. Et donc cette obligation pour l'employeur de mettre en place un système qui va permettre de gérer les risques est une réalité qui va poser problème dans le futur. Également, une obligation légale d'analyser les risques au sein de l'entreprise, analyser les risques à différents niveaux, au niveau de l'organisation au sens large, donc en matière d'organisation propre à l'activité de l'entreprise, mais également en matière de risques propres au poste de travail occupé dans l'entreprise, les différents postes de travail, que ce soit un poste fixe ou éventuellement un poste de production, un laboratoire, etc. Donc en fonction des différents postes de travail au sein de l'entreprise. Et enfin, également l'obligation pour l'employeur d'analyser les risques au niveau de l'individu. Son niveau de formation, son état d'esprit, ses compétences, etc. Toujours dans les obligations de l'employeur, on a les mesures de prévention qui vont découler de cette analyse des risques. C'est bien beau de mettre en place une politique de prévention en annonçant qu'on veut maîtriser les risques au sein de son entreprise. La première étape, c'est l'analyse, comme je le disais. Donc, on va analyser les risques et donc les identifier, les analyser pour pouvoir les prioriser. Et derrière, évidemment, on ne peut pas se contenter de les lister. Il va falloir mettre en place des mesures de prévention pour permettre aux travailleurs de travailler dans les conditions et permettre à l'employeur de respecter ses obligations légales. Tout ça nous amène évidemment à la question qui s'impose à la maison. Qu'en est-il de toutes ces obligations, moi, employeur, comment puis-je respecter la loi une fois que le travail s'invite dans le domicile du travailleur? Je pense par exemple à la surveillance de la santé qui est obligatoire dans certains cas. Comment, à un moment donné, le médecin du travail peut-il assurer une surveillance de la santé du télétravailleur lorsque celui-ci est à la maison? Pareil, une des obligations de l'employeur est d'organiser des visites des lieux de travail, notamment avec les partenaires sociaux ou avec le médecin du travail. Et quand le lieu de travail est le domicile du travailleur, une fois de plus, cela pose question. Et je vais peut-être vous décevoir, mais je n'ai pas la réponse à toutes ces inquiétudes.
Alors brièvement, car le temps nous est compté, les risques au télétravail, je ne vais pas vous les détailler tous parce que moi-même je n'ai pas encore pris le temps de prendre un large éventail d'activités à la maison, mais les risques au télétravail sont plus nombreux que ce qu'on peut penser. Et donc bien, comme ligne directrice, je suis reparti des 7 domaines de la prévention prévus dans la législation. Les 7 domaines, les voici. On va parler de la sécurité, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que le travailleur soit en sécurité, donc pas de bras cassés, pas de doigts coupés en fin de carrière. Ça, c'est vraiment l'objectif de la loi, veiller à la sécurité du travailleur. Le deuxième domaine, c'est la santé du travailleur, en lien avec les maladies professionnelles, par exemple, et autres. Hein. Donc, on veut un travailleur qui reste en bonne santé durant toute sa carrière, jusqu'à 67 ans maintenant. Troisième domaine, ce sont les risques psychosociaux qui méritent l'attention et qui ont été légèrement abordés par Monsieur Dubois et qui vont, à mon avis, nous exploser à la figure tôt ou tard. Hein. Ces risques psychosociaux, en matière de télétravail, vont également mériter l'attention de l'employeur. Quatrième domaine, c'est l'ergonomie au travail, la bonne position sur son ordinateur hein, pour éviter les troubles musculo-squelettiques, par exemple. Quels sont les moyens que l'employeur va avoir à sa disposition pour veiller à un poste de travail ergonomique, une fois de plus, quand celui-ci est au domicile du travailleur. Le cinquième domaine de la prévention, c'est l'hygiène au travail, avec notamment la mise à disposition de vestiaires, de toilettes, de cafétérias, etc. La possibilité de se laver les mains pour des travailleurs qui sont à l'extérieur. Sixième domaine, c'est l'embellissement des lieux de travail. Oui, c'est prévu par la législation pour offrir aux travailleurs un cadre sain et permettre de travailler dans des conditions saines et sereines. Et enfin, l'environnement de travail. Alors ici, on ne parle pas de l'environnement propre à la planète, hein, mais plutôt l'environnement de travail tel que le bruit, le niveau d'éclairage, la température dans les locaux, etc. Donc voici les 7 domaines de la prévention qui doivent mériter l'attention de l'employeur via cette fameuse analyse de risque dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la porte d'entrée hein, vers les mesures de prévention. Allez, je les détaille rapidement, les principaux, en tout cas ceux que j'ai déjà identifiés, notamment le risque lié à l'électricité sur le lieu de travail, avec les installations électriques en ordre et en bon état. C'est une des obligations de l'employeur. Alors quand on a ses propres installations, j'ai envie de dire c'est facile ou c'est jouable. Une fois qu'on arrive chez le travailleur, quels sont les moyens que l'employeur a à disposition pour veiller à la conformité des installations électriques. Ça méritera réflexion et je répète, j'ai pas vraiment de solution à l'heure actuelle, hein, c'est encore trop tôt pour arriver à des solutions concrètes. Les déplacements, effectivement, le télétravailleur va de sa cuisine à son poste de travail, parmi parfois les jouets des enfants, les câbles électriques qui traînent au sol, qui peuvent mener à des trébuchements, des glissades, des chutes et donc un accident. Je pense que les assurances, à un moment donné, vont avoir quelques petits soucis à identifier et analyser les accidents de ce type. Le lieu de travail avec des points d'attention tels que l'humidité de l'air, l'aération, la température des locaux, donc veiller à bien ouvrir les fenêtres, etc. La loi prévoit que le taux d'humidité doit être compris entre 40 et 70%, avec une température idéale qui est à 20 degrés. De nouveau, c'est les préoccupations de l'employeur au quotidien, assisté par son conseiller en prévention. Quid quand on est au domicile et qu'on a peut-être 1000 travailleurs répartis comme ça dans la région et qu'on doit veiller à l'humidité et à la température dans les locaux du travailleur. Pas toujours évident. J'ai pensé également au niveau d'éclairage qui doit être naturel de préférence, donc à proximité d'une fenêtre si possible, avec 500 lux de taux d'éclairage, donc il existe des appareils qui mesurent ce taux d'éclairage. L'ergonomie, on en a parlé, un espace de travail adapté, pouvoir faire des étirements, des pauses, un siège confortable. Est-ce que l'employeur doit acheter des sièges pour tous ces travailleurs qui seraient en télétravail? Et enfin, le plus préoccupant d'après moi, ce seront les risques psychosociaux, tels que l'isolement, le burn-out ou la dépression par manque de relations sociales.
Alors les défis à relever par les organisations, ils sont nombreux. Comme je vous l'ai dit, hein, je vais peut-être vous laisser un peu sur votre faim à ce niveau-là, mais je n'ai pas de solution miracle à l'heure actuelle. La réflexion s'amorce avec les employeurs sur la sécurité au travail. D'ailleurs, c'est bien simple, la législation elle-même est toute nouvelle et donc n'est pas encore complètement adaptée à la situation où la majeure partie des travailleurs est en télétravail à l'heure actuelle. Donc même, on est même en décalage par rapport à la législation qui n'a pas encore prévu ce type de télétravail de manière poussée. Et donc les défis sont nombreux. Hein. Quand je parle d'organisation, eh bien c'est pour l'employeur et les entreprises bien entendu, mais également pour les administrations comme le SPF Emploi et Concertation Sociale et comme les conseillers en prévention ou les consultants qui seraient pareil face à de tels défis à relever. J'en ai listé quelques-uns, il y en a bien entendu plein d'autres, hein, des défis. Bien, les analyses de risque, comme je le disais, comment réaliser les analyses de risque au domicile du travailleur sont des questions qu'il faut se poser avec des pistes de réflexion et elles sont toutes les bienvenues si vous avez une solution miracle. L'analyse des accidents également qui va poser problème lorsque les premiers accidents de travail à la maison vont survenir, hein. Comment les analyser lorsqu'ils surviennent au domicile du travailleur? Est-ce que vous accepteriez, vous, de voir passer un médecin avec un assureur, votre ligne hiérarchique et votre conseiller en prévention qui s'introduisent chez vous pour faire l'analyse d'un accident de travail? Ça va être très compliqué. Et enfin, la politique de prévention, comme je vous le disais, comment sensibiliser les travailleurs à la sécurité et le bien-être au travail, un peu en lien avec ce que disait Monsieur Dubois, de grands enjeux managériels à la derrière, avec un aspect motivation, sensibilisation et bien entendu l'éternel contrôle que la ligne hiérarchique veut avoir ou souhaite ou doit avoir dans certains cas sur les travailleurs. Alors, quelques pistes de solutions. Ici, chez Symbiose, on réfléchit beaucoup et on aime bien de se focaliser sur l'humain, hein, l'aspect humain de la chose. Et donc, on pense à l'intelligence collective. Hein. Personne dans son bureau va trouver une solution qui va résoudre les problèmes de l'employeur. Et je pense qu'il va falloir impliquer le travailleur davantage dans la recherche de solutions, hein, et dans les analyses de risques. Il va falloir faire confiance au travailleur et l'autoriser, lui permettre, le former à analyser les risques et chercher des solutions ensemble. Un aspect sensibilisation également, des formations en ligne, hein, des téléconférences comme aujourd'hui, éventuellement des courriers, des réseaux sociaux qui vont développer et qui vont permettre de sensibiliser le travailleur de manière continue et soutenue, peut-être des moyens de mesurer et d'évaluer également le niveau de sensibilisation via des questionnaires en ligne ou que sais-je. Et enfin, l'entraide et la concertation, comme on a déjà pu le voir durant ces nombreuses semaines de confinement, une solidarité qui doit percoler vers les organisations en soutenant les conseillers en prévention, hein, qui ne sont pas les empêcheurs de tourner en rond, mais qui sont là pour chercher des solutions, partager les connaissances, les expériences, grâce au réseautage notamment. Ce qui prend forme petit à petit, d'où ma présence ici ce matin, notamment. C'est par là que ça passera, d'après moi, pour trouver des solutions à l'avenir. N'hésitez pas, j'en profite de cette visibilité pour vous informer sur ce que Symbiose peut faire pour vous, ou aller sortir un petit peu de ces clichés où la prévention est poussiéreuse et n'appartient qu'à une élite fortunée, de grosses entreprises. La loi s'adresse à toutes les entreprises. Je vous disais 250 000 entreprises en Belgique, 4 millions de travailleurs. Elle s'adresse à tout le monde de la même façon, cette législation. Et donc nous, on a à cœur de rendre accessible le respect de la loi à tout un chacun. Il n'y a pas de raison qu'un travailleur de GSK ou Total soit mieux loti qu'un travailleur de l'épicerie du coin ou de l'entreprise de maçonnerie familiale. Et donc, c'est vraiment notre volonté chez Symbiose de proposer des services adaptés, personnalisés à nos clients. Et donc, n'hésitez pas à venir vers nous. C'est un conseil, c'est gratuit. Et c'est surtout pour amorcer la réflexion au sein de votre entreprise. Vous avez ici l'adresse de notre site internet. On donne des formations, on fait de la consultance et du coaching. Et on vous répondra par une offre personnalisée. Comme je vous le disais, des conseils, c'est gratuit.
Voici le trombinoscope de Symbiose pour l'instant de travailleurs, de dirigeants en tout cas, Stéphanie Adam et moi-même, tous deux conseillers en prévention. Notre adresse, nos coordonnées qui seront dans la présentation, qui sera évidemment à votre disposition, j'imagine. Voilà, j'ai aucune vue sur l'horaire, je pense que j'ai bien visé. Oui, je confirme. Merci beaucoup, François. Merci. Magnifique présentation. Beaucoup de choses intéressantes, mais aussi beaucoup de questions qui restent. Oui, effectivement. Comme je le disais, j'ai pas réponse à tout, malheureusement. Merci pour l'accueil, merci pour votre écoute à tous. Et n'hésitez pas s'il y a des questions. Oui, il y a une question. Oui. Donc, c'est Pierre Léance. Ne pensez-vous pas que la législation doit également s'adapter au télétravail? Ah bien sûr, tout à fait, effectivement, c'est un des gros défis, je pense, pour l'organisation, mais c'est même pour la communauté au sens large. C'est pas propre à la prévention, hein. On se rend compte que l'évolution technologique dépasse un petit peu la politique et la prise de décision, hein. Et donc effectivement, la première chose à faire sera d'adapter la législation. Maintenant, je vous citais les chiffres, hein, 4 millions de travailleurs, 250 000 entreprises et 130 inspecteurs du SPF emploi. En tout cas, pour la partie bien-être, c'est très peu. Alors, le terme inspecteur est un peu péjoratif, hein. Derrière, ce sont des personnes qui contribuent et qui alimentent le cabinet ministériel pour revoir la législation. Et donc, à l'heure actuelle, effectivement, grosse difficulté parce que la loi n'est pas adaptée à ce genre de situation, comme dans beaucoup d'autres cas d'ailleurs, hein. Donc, c'est un des gros défis, effectivement, pour le futur, c'est d'adapter la législation en concertation avec les gens de terrain et les personnes de métier. Voilà, j'espère que ça répond à la question et à la remarque de Pierre. J'espère aussi. Alors, il y a plus qu'une question, il y a une demande pour savoir si on peut avoir les slides. Alors, le CETIC ne partagera pas les slides des présentations. Vous aurez le lien pour revoir la conférence. Par contre, vous pouvez bien sûr contacter Symbiose ou François. Tout à fait. Oui, bien sûr. Demander s'ils sont d'accord de partager la présentation. Exact, tout à fait. Donc voilà, je laisse la parole à notre troisième orateur, donc Monsieur Benjamin Boston, directeur informatique de la société Thomas et Piron. À vous la parole, merci. Merci. Voilà, bonjour à tous. Donc aussi, première expérience pour moi, une téléconférence, je dirais, c'est nouvelle expérience, et donc on met en pratique ce qu'on a découvert ces derniers mois. Alors rapidement un point donc sur l'agenda aujourd'hui. L'idée c'est de faire le point sur quelques chiffres, vous expliquer d'où on vient, donc qu'est-ce qui nous a amené à vous présenter le cas Thomas et Piron aujourd'hui. Comment on l'a fait? Alors je vais essayer de ne pas faire de redite par rapport à Olivier et par rapport à François. Ensuite, les premiers retours d'expérience. Donc c'est vous montrer ce qui a été fait. Donc pas tant sur l'aspect télétravail, mais sur ce qu'il a engendré à côté, notamment en matière de digitalisation. Ensuite, je vais vous présenter un petit peu. Elles seront pas nombreuses, mais elles seront à mon avis révélatrices. C'est ce qu'on en retient. Donc on retient qu'est-ce qu'on retient de ce confinement, du télétravail en général et de l'autonomie qu'on a donné. Et ensuite, effectivement, question-réponse. Alors, rapidement, Thomas et Piron, c'est une société qui a 44 ans. Elle fait, l'année dernière, elle a réalisé 780 maisons, 715 appartements. Elle fait plus ou moins 100 rénovations. Thomas et Piron, c'est 2400 collaborateurs, répartis dans plusieurs pays. Donc, il y a la Belgique, on est présent au Luxembourg, on est présent en France, on est présent au Maroc, on est présent en Suisse maintenant, on est aussi présent au Luxembourg, je l'ai dit, et au Portugal. Voilà.
C'est 580 millions de chiffre d'affaires. Donc voilà, ça vous brosse un peu l'image de Thomas & Piron. Donc Thomas & Piron est une société effectivement active dans la construction. Donc on construit tant des maisons que des appartements, que des immeubles, et on fait aussi de la rénovation. Donc il y avait un orateur qui évoquait effectivement à quel point, et je pense que c'était Olivier qui disait à quel point c'est difficile de parler télétravail dans une société de construction. Effectivement, le maçon ne va pas télétravailler, mais autour du maçon et autour des gens de chantier, il y a tout un personnel administratif indispensable, et bien qu'il a fallu mettre au télétravail. Alors, je vais vous parler aussi d'un contexte particulier. Donc, le contexte est assez, je dirais, révélateur. C'est que nous, au moment du confinement, quelques semaines encore avant, on était dans un environnement novel. Donc, je n'ai pas la possibilité de faire des statistiques, mais je pense qu'autour de la table, si je pose la question novel et groupwise, je ne suis pas certain que 10% de l'auditoire saura de quoi on parle. Et donc, l'idée elle était effectivement déjà dans les cartons, c'était de quitter l'environnement novel et quitter la messagerie groupwise pour aller vers Office 365. Et donc, au départ, on a un plan. Et donc, le plan, effectivement, on se dit, on va aller aux alentours de mars 2020 vers l'environnement Microsoft et plus précisément vers la suite M365. Et est arrivé ce qui devait arriver. Donc, on a été confinés et on a fort heureusement pu poursuivre ou en tout cas mener le projet à son terme et donc de migrer vers l'environnement Office 365 plus ou moins dans les jours où on a été amené à être confiné. Alors, Office 365, c'est quoi? C'est ce que nos collaborateurs ont vu quand on leur a donné accès à Office 365. Et alors c'est vraiment ça, c'est leur donner accès à Office 365. Et donc ils ont découvert un ensemble d'outils dont ils n'avaient jamais entendu le nom. Power Apps, SharePoint, hormis Word, Excel et ainsi de suite. Bon nombre d'entre eux n'avaient pas non plus, n'avaient pas jamais utilisé autre chose que la messagerie groupwise. Donc, ils ont découvert Outlook, ils ont découvert Power Automate aussi. Et donc, ça, c'est un peu le premier contact qu'ils ont eu avec Office 365 dans le cadre du télétravail. Et donc, on va se focaliser un peu plus aujourd'hui sur les outils qu'ils ont exploités ou en tout cas utilisés durant le télétravail. Donc, c'était plus précisément Outlook, OneDrive, Power Automate, Teams. Avant le confinement, on se posait même la question si on allait déployer Teams. Je vous rappelle, on vient du monde de la construction, donc c'était évoqué, je pense, par Olivier, qui disait au départ, le télétravail, c'était pas vraiment institué. Je peux vous dire chez TP, c'était pas non plus institué. D'ailleurs, on a dû faire face. Et je ne vais pas revenir sur le slide qui avait été très bien réalisé par Olivier sur la problématique du matériel. Effectivement, tout le monde n'avait pas un ordinateur portable. Si je regarde à droite, c'est parce que se trouve à droite le parking. Le jour où on a annoncé le confinement, eh bien on a vu les gens partir certains avec une tour et avec des câbles afin de permettre de les connecter chez eux. On avait aussi la problématique du management, c'est comment on dirige une équipe ou comment on encadre plutôt une équipe qui n'est pas là tous les jours. Donc c'est une gymnastique aussi à avoir pour soi-même en tant que manager de savoir comment je vais organiser le travail de l'équipe, comment je vais être là pour eux et comment eux seront là pour moi. Alors, ça, c'était aussi un aspect qui avait été évoqué. Et alors, effectivement, les difficultés humaines, c'est sûr que à la maison, a fortiori, on n'était pas tout seul.
Ça, c'était un des points. Mais quelque chose qui a été particulièrement marquant, ça a été le retour. Donc, après, c'est tiens, tout à coup, le virus n'est plus là. Bah non, c'est pas exactement ça. Et donc, je dirais confortablement installé dans la bulle, en sécurité, dans le, comment on appelle ça, à la maison. Eh bien, on est passé à tiens, il y a un retour, il y a un retour vers le bureau, et donc ça n'a pas été des plus simples. Alors, comment on a fait ça? Alors, comment? Au départ, si vous regardez à gauche, les petits bonhommes, ils se posent des questions, ils se disent mais devant moi, j'ai plein d'outils et je ne sais pas quoi en faire, et je ne sais pas du tout ce que c'est. Teams, je vous dis, ils découvraient la visioconférence. Power Apps, Power Automate, SharePoint, ils en avaient vaguement entendu parler, mais c'est tout. Outlook, c'était un système de messagerie qui ressemble en tout cas à GroupWise. Je dirais qu'il y avait des automatismes, il y avait un mode de fonctionnement qui était lié à l'outil qu'ils avaient à ce moment-là. Et donc, si vous regardez en haut, le plan était, on va former tout le monde, ex cathedra, on va organiser des formations, des séminaires. Ah, pas de chance, c'était plus possible. Donc, en gros, il y avait, vous voyez la personne en dessous en rouge, la possibilité, c'était soit le téléphone, bon, compliqué, hein, quand on doit mettre un peu plus de 700 personnes en télétravail, il y avait l'email, même chose, hein, il y avait effectivement, on a eu la possibilité, heureusement grâce à Windows 10, de prendre le contrôle des machines à distance, ce qui a permis aux équipes informatiques de TP de mettre 700 personnes en 3 jours au télétravail. Donc ça, c'est un petit peu le message. Donc, il y avait un plan. Le plan a été un peu, je dirais, bousculé, mais je pense que grâce à la technologie qui a été évoquée à plusieurs reprises par Bruno, effectivement, la technologie nous a permis de rebondir adéquatement via les moyens qui étaient en place. Et donc, c'est vrai que pour solutionner certaines questions liées à Teams, eh bien, on a utilisé Teams. Et donc, ça a formé les gens un petit peu sur le tas. Donc, on n'a pas eu les jolies formations ex cathedra, mais ça a permis en tout cas à tout le monde de trouver son chemin. Alors, il y a eu lié à tout cela, je dirais, une accélération de la digitalisation. Donc, dans le monde de la construction, c'est beaucoup une question d'échange. Il y a énormément de choses qui s'échangent, soit par papier, soit en présentiel, soit dans des réunions physico-physiques. Je prends l'exemple, un conducteur de chantier dispose de différents formulaires accessibles depuis son smartphone et partage maintenant les informations avec son management, les achats et le service logistique. Ça peut paraître évident, mais avant tout cela, s'effectuait par papier. Donc, il y avait soit des réunions présentielles qui s'organisaient pour partager de l'information. Bien, avec le confinement, c'était plus vraiment possible. Et donc, vous voyez en bas le logo, les logos qui ont été utilisés pour répondre à cela. Donc, ça a été par exemple du SharePoint et du Power Apps, notamment pour répondre à cette problématique-là. Et donc, ça, c'est un exemple de quelque chose qui a été réalisé par un utilisateur, c'est-à-dire que là, il n'y a pas eu d'intervention, et là Bruno l'évoquait aussi dans son mot d'introduction, je dirais, il n'a pas évoqué la question du no-code, mais il a évoqué la question où l'informaticien a du sens, effectivement sa présence est indispensable, et on le voit bien tous les jours. Mais par contre, donner des moyens à l'utilisateur de répondre à son propre questionnement, je pense que c'est ça qui a été aussi découvert chez nous par rapport à, notamment suite au télétravail, au confinement, télétravail et la mise en œuvre de Office 365. Donc ça a eu des effets aussi qui étaient bénéfiques, notamment ça a supprimé un flux papier, ça a permis de revoir certains modes de fonctionnement, la centralisation des photos par zone, ça paraît évident, mais quand on construit plus de 700, ou si je prends l'ensemble de tous les projets, si je prends individuellement aussi les appartements, 1400 logements à faire, je pense que c'est pas simple. Alors,
tout ce qui est workflow, effectivement, les gens ne se parlent plus. Donc, il n'y a plus une espèce de PV de réunion qui dit, bah oui, ok, on a acté tout cela. Donc, il y a eu une digitalisation de ce processus. Et alors, aussi quelque chose qui est très révélateur dans le monde de la construction, c'est le côté digital sur le terrain. Sur le terrain, on voit pas beaucoup on voit pas énormément ce côté digital. Or, je dirais, la majorité des gens en Belgique ont au moins un téléphone ou au moins un téléphone portable. Et donc, on se coupait de tout cela. Or, aujourd'hui, on va vraiment vers une dynamique qui est de fournir au plus près de l'activité de production de l'information. Alors ensuite, un deuxième retour d'expérience, et là on utilise de plus en plus d'outils, c'est un contrôleur qui dispose d'un formulaire structuré et souhaite annoter des photos de chantier. Donc, quand il y a une réception de chantier, effectivement, avant de remettre les clés, l'idée est de constater que tout est bien fait, que tout est en ordre, qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas de remarques. Eh bien là, avant, c'était des processus qui étaient très très manuels. C'était encore une fois des dossiers qui étaient annotés manuellement. Maintenant, c'est plus le cas. Donc il y a une application qui a été encore une fois développée par un utilisateur. Donc, on a donné l'accès à la création d'applications, je dirais, à l'utilisateur final pour qu'il puisse trouver une solution à cette problématique. Et on n'a pas fait une approche top-down en disant voilà, vous devez utiliser ceci comme ça, comme ça, comme ça. Mais l'idée est vraiment l'idée était vraiment d'offrir le panel, ou en tout cas d'ouvrir la porte à la créativité individuelle, plutôt que d'imposer une méthode qui n'aurait peut-être pas fonctionné, qui n'aurait peut-être pas répondu aux besoins. Alors ça, c'est un deuxième retour d'expérience. Ensuite, il y a aussi, donc on a plusieurs branches dans le groupe. On a aussi exploité pas mal Teams, notamment par la création de canaux de communication. Encore une fois, avant c'était très présentiel. Une fois qu'on peut plus se réunir, il faut mettre en place des solutions. Et donc il y a eu la création d'espaces collaboratifs via SharePoint, notamment pour les disponibilités des biens achetés, les différents contacts clients, tous les échanges autour de la communication et du marketing. Souvent, tout cela était fait dans des réunions. Eh bien, ça a été moins le cas. En tout cas, ça a été, ce n'était plus possible. Et tout ça, c'est digitalisé. Je dirais grâce notamment à Teams et grâce à SharePoint, sans oublier qu'il y a eu des collaborateurs et des collaboratrices. Il y en a d'ailleurs une qui est avec moi dans le bureau actuellement, Françoise, qui elle s'est chargée d'évangéliser aussi les solutions qui étaient mises en place à gauche et à droite. Donc Bruno évoquait effectivement de créer des partages, de créer des réseaux de partage, de mettre à disposition les solutions. C'est exactement ce qui a été fait durant le confinement, et donc de permettre à tous je dirais, profiter de la connaissance qu'il y avait au sein du groupe et des solutions qui marchent à gauche. Pourquoi pas l'utiliser à droite. Voilà, c'est par exemple ce sont des exemples. Vous voyez à gauche un écran Teams avec justement, j'évoquais le récapitulatif des disponibilités, les contacts clients, les communications. Donc il y a eu des créations de SharePoint, il y a eu des créations de listes, il y a eu des créations de bibliothèques d'achat. Je ne vais pas dévoiler la conclusion, mais si vous regardez la colonne de gauche dans Teams, je ne sais pas quand est-ce que cette photo a été prise, mais en tout cas, la liste est longue, si je ne me trompe. Et donc voilà. Et ça, je reviendrai un peu plus tard dans mes conclusions sur un petit peu ce qu'on a appris. Alors, il y a eu aussi autre chose. Alors ça s'est fait un peu plus tard. Et ça, je parle sous le contrôle de Françoise. Ça s'est fait un peu plus tard. On s'est rendu compte durant le premier confinement qu'il y avait des choses qui devaient être validées. Et donc,
il n'y a rien à faire. Pas d'impression, donc autrement dit, pas d'impression, pas de validation, mais malgré tout, il faut que ça se fasse. Et donc, l'idée entre les deux confinements, ça a été de mettre en place des workflows de validation pour justement pallier à ce manque de présence physique dans les bureaux. Et donc, encore une fois, on a utilisé SharePoint et Power Automate, notamment pour répondre à tous ces besoins. Et donc, vous voyez qu'il y a ces fameuses listes qui ont été créées, et il y a tout un manuel qui a été fait. Donc, on a retenu qu'effectivement, c'était pas toujours simple d'expliquer aux gens. Donc, il y a tout comment je veux dire ça, un manuel qui est maintenant qui a été créé pour supporter justement les apprentissages et permettre d'utiliser cet outil, je dirais, de la meilleure manière qui soit, tout en tenant compte des disponibilités qu'on n'a pas toujours, parce que quand on est occupé à résoudre le problème pour l'un, l'autre doit attendre, et donc c'est pas toujours simple. Et donc voilà, il y a tout un manuel qui existe sur l'explication de ce que ça fait, donc l'envoi automatique d'un email, en cliquant sur un lien, sur un document, ainsi de suite. Donc, encore une fois, c'est l'exemple où l'utilisateur a résolu son équation grâce à l'outil, grâce aux outils qu'on lui a mis à disposition. Et donc, si on revient quelques mois en arrière, il a découvert un large panel d'applicatifs qu'il pouvait utiliser, et il en ressort quelques mois plus tard des tas d'applications qui sont maintenant développées en interne par des utilisateurs, et effectivement qui peuvent susciter chez quelques-uns de mes pairs, je sais pas s'il y en a dans la conférence, mais qui peuvent appeler ça comme de l'informatique cachée, le shadow IT, c'est la voie de côté, mais voilà. Vous voyez, tout ça, ça a été mis en place. Alors, qu'est-ce que nous on a retenu? Alors, nous on est parti sur une philosophie d'abord open bar. Donc, d'abord la philosophie open bar, c'était on a donné l'accès à tout. C'est pas dit, tiens, on va pas leur donner accès à ça, pas leur donner accès à ça, pas leur donner accès à ça. Non, l'idée, c'était de tout donner. Ensuite, Teams par rapport à SharePoint. Alors, on a créé au départ énormément de Teams parce qu'il fallait communiquer. Et donc, on a créé des Teams. Puis, on s'est dit, tiens, on va y stocker des données. Et donc, on a stocké des données dans les Teams. Et puis, on a créé des SharePoint. Mais mais alors le Teams versus SharePoint. Et ensuite, les SharePoint versus OneDrive. Donc, tout le monde découvre qu'il a un OneDrive, et en plus, on y stocke des données qu'on partage malgré tout avec quelqu'un d'autre qui a aussi un OneDrive, qui recopie le contenu de son OneDrive, alors qu'il y a un SharePoint qui contient déjà l'information. Et ensuite, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait de l'over Power Automate. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on veut, tout automatiser, on veut être notifié de tout, et on veut tout faire valider. C'est pas la bonne approche. Et donc, c'est pour ça que il y a le petit trait d'humour qui dit tu peux utiliser un OneDrive, mais pas 15. Tu peux faire 3 power-ups, mais pas 15. Et voilà. Donc, l'idée, c'était de dire la stratégie open bar a permis d'accélérer la digitalisation. Ça, c'est une première chose. Ça a permis aussi de fonctionner quasiment normalement. Je dirais, hormis quelques tâches qui réclamaient malgré tout une présence physique. Je donne l'exemple, quand vous recevez du courrier, il arrive toujours dans la boîte aux lettres au niveau de l'adresse, et donc par contre là il y a un traitement physique qui doit être exécuté. Mais pour le reste, dès que ça devient digital, eh bien les processus se sont digitalisés un peu grâce au confinement, et surtout grâce aux outils qu'on a pu mettre en place. Par contre, ça induit que maintenant il y a une vraie gouvernance qui est à organiser. Et la phrase que j'utiliserai, c'est que la digitalisation est en marche, et c'est surtout à nous de l'encadrer, parce que à tout laisser ouvert, eh bien ça peut rapidement déraper et arriver aux conclusions que voilà, trop de Teams, trop de SharePoint, trop de OneDrive et trop de Power Automate.
J'invite Nicolas Lehette de la SBL L'Enfant Phare. Bonjour. Bonjour vous m'entendez? Nicolas, bienvenue. Je Merci. vous entends bien. Super. Je vais me permettre de partager mon écran si tout à fait. C'est OK au niveau de la technique. Oui. Hop. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on entend bien? Oui, on oui, voit c'est bien. Bon, super. Ben, je profite pour déjà remercier Monsieur Bostun juste avant. On va pouvoir faire un lien direct puisque nous aussi, en tant qu'ASBL, on a dû forcément se réinventer. On a utilisé des outils complémentaires et des outils qui sont similaires aussi à ce que Thomas et Piron ont utilisé dans leur cadre. Donc, est-ce que je peux commencer? Oui, oui. Oui, ok, super. Allez, let's go. Alors, pour moi, enfin pour ma part, pour cette dernière intervention, je vais vous parler de nos pratiques pédagogiques à l'ASBL, mais aussi de l'impact que la crise sanitaire a eu sur notre travail. On a utilisé des outils informatiques, d'une part avec notre personnel, d'une part aussi avec les enfants. J'ai fait le choix de plus vous parler de la partie enfant, puisque ça a fait l'objet finalement d'un projet à l'ASBL. Et donc, le titre de cette présentation, c'est « Comment pouvons-nous être proches tout en étant à distance ?» Et pour commencer, je vous propose une petite mise en situation. Imaginez-vous dans un bus où le chauffeur est vraiment bien confortablement installé depuis des années. Il fait ce job-là depuis très longtemps. Il connaît son chemin par cœur. Du coup, plus besoin pour lui de GPS pour pouvoir le mener à destination. À bord de son bus, il y a à la fois une équipe qui est composée de 32 personnes. Il y a plus de 200 enfants également à bord de ce bus de 6 à 12 ans venant de 10 communes différentes de l'entité de Mons-Borinage. Dans ce bus, il y a également des familles et aussi des partenaires. Ce bus, il porte le nom de la SBL L'Enfant Phare et tous les jours ou presque, il accompagne des enfants vers des écoles des devoirs, des activités extrascolaires ainsi que des stages pendant la période des vacances. Mais un beau jour de 2020, en plein début du printemps, il y a un trajet qui était plus compliqué que les autres et sur le chemin, il y a eu d'énormes troncs d'arbres déposés sur la route. Impossible du coup pour le bus de contourner cet obstacle et le trajet était encore long. Il ne serait pas non plus approprié que le chauffeur de bus demande à l'ensemble des passagers de descendre du bus et de continuer leur chemin à pied. Personne dans le bus n'a les matériaux pour couper le bois et tout le monde semble être pris vraiment dans un piège qui est tendu par la nature. Donc du coup, faire demi-tour, c'est pas non plus imaginable, c'est pas non plus concevable pour le chauffeur. Et donc du coup, il va devoir faire preuve de créativité, mais aussi de sang-froid pour pouvoir trouver une solution à cette embûche pour pouvoir conduire tout le monde à destination. Mais il sait bien que le chauffeur seul, il va pas pouvoir grand-chose. Il va devoir vraiment compter sur l'aide des passagers à bord de son bus et trouver une solution afin de continuer son chemin. Alors, vous l'aurez compris, les énormes troncs d'arbres que j'ai évoqués juste avant sur la route, c'est ce qui représente actuellement dans notre SBL le frein principal. Et donc, c'est le coronavirus. Et donc, cette crise, forcément, elle a forcé beaucoup de monde à passer vers un modèle d'éducation en ligne, qu'il soit hybride ou non. Et cette année a été particulière pour chacun d'entre nous. Et on a entendu beaucoup de témoignages ici, juste avant, qui étaient très intéressants. Donc, le Covid, pour nous, ça nous a montré aussi nos points forts, nos points faibles, nos qualités et nos faiblesses. Mais cette crise sanitaire, elle nous a permis aussi de pouvoir mettre un espèce de gros coup de pied dans notre fourmilière. Elle nous a permis de constater qu'on n'était pas réellement prêt tout de suite pour pouvoir passer vers une formule en ligne avec les enfants. Mais en contrepartie, ça nous a mis un boost, ça nous a mis une dose d'adrénaline intense pour pouvoir nous démener et à trouver une façon différente de pouvoir travailler avec les enfants dans leur accompagnement scolaire pour leur réussite et même si ça devait se faire ailleurs et autrement. Et donc, la plupart des enfants, finalement, ont dû suivre l'école durant cette période depuis la maison et certains même via des outils tout simplement informatiques. Et donc, nous, on a été confrontés à cette méconnaissance de ceci, d'une part par les enfants, certains professeurs également, des parents ou même de notre personnel de la SBL. Et donc, c'est un peu normal. Et donc, si moi, par exemple, j'ai dans mon armoire un appareil à découper des légumes et que je m'en suis jamais servi, c'est normal. Il va falloir que je lise le mode d'emploi. Il va falloir que je demande des conseils ou peut-être même de pouvoir regarder un tuto sur YouTube pour m'en servir. Donc, c'est pareil finalement pour les outils numériques. Donc, notre ASBL, l'Enfant Phare, a été coupé des enfants en partie par ce manque de pratique numérique. Et on n'a pas eu finalement la possibilité d'accompagner nos bénéficiaires comme on l'aurait voulu pendant cette période
de pandémie. Mais il y a une seconde vague qu'on vit actuellement et finalement, cette difficulté, on essaie de la transformer en opportunité. Et voilà, on essaie de tirer des leçons de nos expériences, notre expérience passée de la première vague. Et surtout, on s'est dit que nous voulions rectifier le tir. Et donc, on a développé finalement un double projet numérique que je vais vous présenter si brièvement dans mon intervention, avec une question qui est primordiale et qui est comment continuer de pouvoir accompagner nos jeunes pratiquement tous les jours sans perdre, ou en tout cas perdre le moins possible, le côté social et relationnel de notre travail que nous avons avec les enfants. Mais avant de vous donner plus d'indications et de vous décrire le projet en tant que tel, laissez-moi vous présenter l'ASBL dans laquelle je travaille, ainsi que vous dire un petit mot à mon propos. Alors, notre ASBL, l'enfant phare, comme son nom l'indique, place vraiment le jeune au cœur de notre travail. Et l'une de nos valeurs est l'accueil de l'enfant, simplement dans sa globalité, là où il se trouve, tel qu'il est, avec ses ressources, mais aussi avec ses difficultés. C'est un travail à la fois qui est pour le jeune et qui se fait avec le jeune, à travers un soutien pédagogique, donc de 4 fois par semaine, avec des écoles des devoirs, mais aussi avec des activités extrascolaires, le mercredi après-midi, ou des stages lors des congés scolaires. Alors au total, à l'ASBL l'enfant phare, on a 16 équipes qui travaillent au service des jeunes et du monde qui les entoure. Alors notre ASBL, elle est reconnue par l'ONE, donc on a 2 reconnaissances. On est reconnu école des devoirs d'une part et on est reconnu également centre de vacances d'une autre part. Pour ce qui est de ma part, moi je m'appelle Nicolas Lehette et je suis psychopédagogue, donc je m'occupe de l'accompagnement social et à la fois éducatif de nos équipes de terrain et je suis également responsable des projets numériques qui sont développés au sein de notre ASBL. Alors, j'ai une deuxième casquette puisque je travaille également en tant qu'indépendant et je fais du coaching scolaire avec les étudiants du supérieur et du secondaire. Mais on a il y a un constat qui est fait actuellement et on le voit de plus en plus et c'est le suivant. On voit que la société change, le monde change aussi et l'école commence tout doucement, elle aussi, à changer. Et donc, du coup, de notre côté, à la ASBL, on a aussi commencé à opérer un certain changement. Et le numérique, c'est vrai qu'il occupe une place de plus en plus importante dans la société et l'inclure vraiment dans nos pratiques pédagogiques au quotidien nous semblait devenu une évidence depuis une bonne année et non pas pour simplement être dans le coup, pour faire du numérique, mais c'est bien pour adapter nos services réellement aux besoins des enfants. Et ça, c'était important. Du coup, intégrer le numérique dans nos écoles des devoirs est vraiment l'opportunité pour nous de contribuer à la formation des adultes de demain, ça veut dire des enfants qu'on accueille aujourd'hui. Et donc, on sait que accompagner les enfants à développer des compétences, qu'on dit des compétences du 21e siècle, leur sera bénéfique pour leur avenir. Parce que on s'est rendu compte que si les élèves n'étaient pas capables aujourd'hui de pouvoir naviguer dans un environnement numérique, ils ne pourront pas malheureusement participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle du monde de demain. Et même si on voit du numérique partout, même si les enfants ont des smartphones et des tablettes, et c'est devenu nos amis du quotidien, tous ces outils-là, on ne sait pas toujours forcément les utiliser dans un but pédagogique. Et donc, les enfants, ils sont ce qu'on appelle des digital natives, donc ça veut dire qu'ils sont nés avec les technologies, ce sont des apprenants qu'on dit intuitifs, et donc ils sont bons pour jouer à tout ce qui est jeux vidéo, mais utiliser le numérique en pédagogie, il y a aussi un apprentissage qui doit venir. Les enfants doivent être aussi formés à l'utilisation du numérique et de la technologie en contexte d'apprentissage. Et donc, nous aussi, forcément, durant cette crise sanitaire à l'ASBL, on s'est retrouvé de l'obligation d'opérer un changement, non pas radical vers le numérique, mais plutôt doux. Et donc, cette année a été vraiment, je vais dire, marquante pour nous, car, comme pour vous tous, finalement, on vit au rythme des nouvelles mesures et on vit au rythme aussi de l'évolution de la crise sanitaire. Alors, lors de la première vague, au printemps, on a vu, à un moment donné, nos activités brutalement stoppées et on était privés presque de tous les contacts avec les enfants. Tous les contacts ou presque, puisqu'il y a une porte, et vous le voyez ici, des enfants qui sont en train de travailler dans notre local informatique chez nous. Tous les contacts ou presque, puisque il y avait un projet de remédiation numérique qui avait vu le jour au sein de l'ASBL l'année dernière et qui avait vraiment pour visée de proposer des séances de remédiation accompagnées avec les enfants par le biais du numérique. Et certains enfants, durant le confinement, nous ont contactés justement sur Teams pour pouvoir échanger, pour pouvoir aussi garder le lien forcément, mais pour pouvoir aussi, les enfants faisaient des requêtes et nous demandaient de pouvoir leur envoyer des exercices.
Alors, des enfants qui demandent du travail, vous imaginez bien, c'est quelque chose d'assez, voilà, mais c'est réellement ce qui s'est passé. Les enfants nous contactaient et certains demandaient même du travail. Donc, c'est vrai que le numérique, ça peut poser des questions. Dans l'esprit de certaines personnes, l'éducation encore valide, c'est celle qui se fait en personne, en classe, avec un professeur, un grand tableau noir, avec une craie. Et donc, c'est vrai qu'il est encore difficile aujourd'hui, même si on fait un pas en avant et qu'il ne faut pas, en tout cas à mon sens, éliminer le présentiel, bien sûr, il est encore difficile de concevoir l'éducation et l'enseignement en ligne comme une référence parce qu'on n'a pas vraiment l'impression que ça a la même valeur. Et donc, c'est un petit peu comme si on était au cinéma et que le cinéma était moins qualitatif que le théâtre parce que au cinéma, les acteurs ne jouent pas devant nous. Mais pourtant, la technologie et ces dernières années, ça vraiment, il y a vraiment une vague et voilà, plein d'opportunités avec les technologies. Ça a vraiment transformé la façon dont aussi on peut transmettre de l'information, que ce soit à des adultes, mais aussi des enfants. Donc, c'est quelque chose, il faut considérer ça vraiment comme un outil. Alors, le numérique, et avec les enfants en surcroît, ça demande du temps, ça demande de l'application, de l'énergie, de la motivation, mais tant pis, l'idée était lancée et c'était le moment pour nous de passer à l'action et de mettre en place dans un futur proche un projet numérique. Mais pour nous, au sein de l'ASBL, l'objectif, il était vraiment clair. C'était pas de pouvoir stopper le présentiel, mais c'était de laisser une plus grande place pour l'accompagnement à distance de nos jeunes. Mais alors, vous allez me dire comment on peut favoriser une présence sociale en étant à distance. Ben ça, c'est vraiment le défi auquel on doit faire face et qu'on va devoir faire encore face certainement les prochaines semaines, voire les premiers mois. Alors, comment utiliser le numérique et le digital tout en ayant en tête de vouloir garder vraiment ce contact social et cette présence avec les enfants. Et donc, c'est vrai que faire du soutien scolaire, chacun chez soi, derrière un écran, suppose toute une série de difficultés, comme l'aspect matériel, équipement des familles par exemple, les problèmes de connexion, le suivi des enfants, l'implication des enfants, de certaines familles aussi. Donc, tout ça peut sembler difficile et c'est vrai que je dois vous l'avouer que ça l'est. C'est pas des choses faciles. Mais malgré tout, on a quand même essayé de réfléchir à la SBL à un système de fonctionnement qui permet à la fois de garder le contact avec les enfants et même de continuer à tisser du lien liant avec les enfants et de proposer des activités à la fois ludiques et à la fois pédagogiques. Alors, il y a 4 choses, 4 grands concepts, on peut dire. On est parti d'un modèle synchrone. Donc, on a fait le choix vraiment d'être connecté pour les séances en même moment que les enfants. Ça veut dire qu'on ne dépose pas, par exemple, d'activités pédagogiques sur une plateforme, mais on demande aux enfants avec des objectifs, des contrats, de pouvoir faire tel ou tel exercice avant avant cette date. On est vraiment connecté au même moment, on est synchronisé avec eux, on est connecté au même moment. Et donc, ce sont des séances avec des plages horaires qui sont vraiment définies. La deuxième chose, c'est qu'on essaie de favoriser un maximum les interactivités et les collaborations. Ce qui veut dire que les échanges entre les enfants, entre eux, sont multiples et entre les enfants et les animateurs également. Il y a plein de canaux différents qui permettent de favoriser et de mettre vraiment en avant cet aspect échange et communication entre les enfants entre eux ou entre les enfants et les animateurs. Donc, on essaye vraiment qu'ils puissent aussi, en troisième point, avoir un contact visuel. Ça, on pense que c'est hyper important aussi et c'est pourquoi on est en phase d'équipement à la fois de nos équipes, à la fois des enfants, de casques et de webcam pour pouvoir avoir un contact visuel en visu avec eux. Et la quatrième chose, c'est de pouvoir impliquer aussi au maximum les personnes qui gravitent autour de l'enfant. Et donc, c'est pas une obligation pour nos familles, mais si la famille le souhaite, elle peut avoir une session invitée, de pouvoir consulter les activités qu'on met en place avec les enfants au niveau numérique. C'est également le cas pour les profs. Si le prof le souhaite, encore une fois, c'est pas une obligation, mais le prof peut également avoir un accès, une session, tout simplement, et de consulter les activités qu'on y propose aux enfants. Alors, maintenant, je vais vous parler du premier projet, qui est le projet d'école des devoirs numériques. Donc, le premier projet s'est développé début septembre et le démarrage vraiment de l'aventure a débuté avec un aspect formation. Donc, on a vraiment commencé à former notre personnel à l'utilisation de Teams, de Microsoft Teams Éducation, qui est le Teams version scolaire, je vais dire, et qui est un ENT, qui est un environnement numérique de travail. Et donc, on a été formé par Sébastien Place, qui est expert en Modern Classroom et qui nous a vraiment guidés et équipés pour mettre en place et à bien ce projet. Je profite de mon intervention pour le remercier encore 1000 fois. Alors, pour ce premier projet, finalement, il y a 3 phases qui s'étalent sur 1 an. La première phase, c'est une phase où on veut
une phase pilote. Donc vraiment, il y a 4 antennes qui commencent à mettre en place l'école des devoirs numériques. Et donc, cette première phase, qui est la phase pilote, ça nous permet de pouvoir faire, après quelques mois, une première analyse et de pouvoir, à un moment donné, essayer de modéliser qu'est-ce que pourrait ressembler une séance en école des devoirs numériques. Mais l'idée générale, c'est que toutes nos antennes de l'ASBL, les 15 antennes, puissent avoir une rentrée progressive dans le numérique. C'est pas mettre tout le monde au même moment et de passer tout le monde vers une formule de numérique, parce que on a une équipe numérique aussi. Il y a 2 personnes dont j'en fais partie. Il y a ma collègue Lucille qui regarde certainement cette présentation et que je salue. Mais pour nous, il faut aussi, c'est important d'avoir cet aspect accompagnement des équipes. Et c'est pourquoi on a fait un étalonnage dans le temps. Donc, on a une seconde phase qui est une phase d'extension en 2021. Donc, le premier et deuxième trimestre en 2021, il y a des équipes qui vont rentrer progressivement dans le projet tout en étant accompagnées. Bien sûr, on ne les laisse pas seuls avec l'outil numérique. La dernière phase est une phase de généralisation. Et donc là, il y aurait une recherche, je croise les doigts pour que ça puisse se faire, mais c'est en bonne voie, une recherche, un démarrage d'une recherche scientifique. Et on aurait, si tout se passe bien, une collaboration avec un service spécialisé de l'UMONS du numérique, et on aurait l'appui d'un doctorant de chez eux pour pouvoir analyser l'impact du numérique, à la fois dans notre projet, mais aussi pour notre public cible. Alors on le fait, vous le voyez ici à l'écran, sous forme d'hybridation. Ça veut dire qu'on n'oublie pas le présentiel, il est hyper important, et donc on le fait de façon hybride. Ça veut dire que 1 jour, voire 2 jours maximum par semaine, en fonction des besoins, des attentes et des réticences aussi, quelquefois des familles, on fait du numérique avec les enfants. Et à la place d'être en présentiel en école des devoirs, on le fait à distance, chacun de chez soi, où les enfants ont la possibilité aussi, si certaines écoles sont équipées d'une classe informatique, de pouvoir suivre les séances en école des devoirs numériques de chez eux ou de l'école. Alors, bien sûr, on doit former aussi les enfants. Il y a la partie formation de notre personnel, mais la formation des enfants est aussi, c'est même plus qu'importante, là, c'est indispensable. Et donc, on est parti sur une base de 4 séances de travail avec les enfants au sein de nos locaux, soit ou au sein des écoles. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure sur les photos, on dispose d'un local informatique avec une dizaine de PC où les enfants peuvent venir et on peut les former aussi à l'utilisation de l'outil Microsoft Teams. Alors, on essaye vraiment de collaborer avec le monde de l'enseignement. Ça, c'est vraiment c'est une condition sine qua non pour que le projet fonctionne bien. Parce que seul, on peut rien faire ou pas grand chose. En tout cas, on a besoin à la fois de l'aide, mais aussi du soutien à la fois des familles, il faut l'engagement des enfants, et il faut aussi collaborer avec le monde de l'enseignement. Et donc, si des profs donnent déjà des devoirs numériques, on peut les implémenter sur notre plateforme. On peut donner des activités pédagogiques orientées vraiment en fonction des besoins de l'enfant. Si un enfant a plus de difficultés en maths, on va pouvoir cibler certains exercices, soit créer des exercices ou partir d'une banque de données qui existe et de venir lui donner des exercices qui seront en lien avec ses besoins. On a du matériel aussi qu'on peut mettre en prêt gratuitement auprès des enfants, une trentaine de PC qui peuvent être reconditionnés et en fonction des demandes et des besoins, on peut les mettre aussi à disposition des familles et des enfants. Et ce projet-là est réservé exclusivement à nos enfants qui sont inscrits à nos écoles des devoirs. Alors, le deuxième projet, c'est le projet d'antenne numérique. Avec le confinement et en particulier la deuxième vague, on a eu l'idée de pouvoir mettre l'accent, ou en tout cas accélérer un petit peu l'entrée du numérique. Et donc, on a ici pour objectif, et on est en plein dedans, de pouvoir mettre en place un projet de remédiation scolaire à distance, toujours pour les enfants du primaire, 6-12 ans, qui font partie de l'entité de Mons-Borinage. Donc, c'est pas seulement les enfants qui sont inscrits à nos écoles des devoirs, c'est pour tous les enfants qui souhaiteraient avoir un accompagnement à distance. Ici, on a comme objectif de pouvoir créer soit une ou plusieurs écoles numériques, et on adapte vraiment les séances à l'âge des enfants. Donc, la possibilité, c'est de pouvoir aussi continuer à accompagner les enfants. Si jamais il y a une école qui devait fermer ou refermer, on ne resterait pas coupé des enfants. On peut continuer à pouvoir travailler avec eux à distance. Et on essaye vraiment de partir sur l'idée de plaisir pour les apprentissages. Et donc, on propose des activités ludico-pédagogiques. Donc là, il n'y a pas de devoir à proprement parler. C'est plus des exercices de renforcement, de training, des quiz, des jeux, et tout ça peut permettre aussi de pallier à certains moments donnés avec notre petit impact à notre niveau quand même aux difficultés des enfants qui ont été accumulées pendant cette période de confinement. Et on sait que pour certains, c'est assez catastrophique et qu'il y a un réel besoin de pouvoir avoir de nouveau un rééquilibrage au niveau des apprentissages.
Alors, je terminerai là-dessus sur nos perspectives futures. Le numérique, c'est pas un projet momentané, c'est quelque chose qu'on voit vraiment pour nous sur le long terme. C'était pas parce qu'il y a le Covid et qu'il y a eu le confinement qu'on a mis en place du numérique. On avait déjà l'idée, bien sûr, d'aller vers le numérique avant, mais ici, ça l'a renforcé. C'est vraiment quelque chose qu'on veut étendre et qu'on veut maintenir dans le temps. La formation de notre personnel au niveau du numérique aussi, on s'est engagé à pouvoir à la fois avoir des formations à l'extérieur pour former notre personnel, mais on fait aussi des formations à l'interne. Et donc ici, avec l'équipe numérique, on est en train de développer un MOOC avec toutes des ressources que notre personnel va pouvoir consulter pour s'auto-former, pour pouvoir aussi utiliser l'outil avec les enfants. Et là, l'ensemble de notre personnel sera formé à l'utilisation du numérique. Aussi pour les enfants, on est en train de créer des capsules numériques et on va développer une chaîne YouTube prochainement pour que les enfants de chez eux puissent aussi se former à distance, puisque voilà, nous, je ne veux pas dire que c'est un prérequis, mais c'est quelque chose qui est quand même important pour les enfants d'avoir. Il y a certaines connaissances de base qu'il faut avoir avant de se lancer dans les séances, et donc c'est important aussi de ne pas les oublier. Il y a bien sûr les adultes, mais de l'autre côté, il y a les enfants. Et donc là, on développe une chaîne YouTube qui s'appellera la Teams de l'enfant phare. On va déposer régulièrement des capsules vidéo pour que les enfants puissent être outillés et être équipés pour le projet. Et dernièrement, l'accompagnement et la formation des parents en numérique, ce serait éventuellement un projet qui pourrait nous intéresser, peut-être pas tout de suite, mais s'il y a une demande et s'il y a des parents qui souhaitent s'investir dans l'accompagnement des enfants aussi par le numérique, on se dit que ça pourrait être pertinent de proposer à un moment donné des formations pour les parents. Et alors, le dernier point qui est sans doute peut-être le plus important, c'est de pouvoir créer d'autres partenariats. Et donc, ensemble, on est plus fort. Et il y a peut-être d'autres ASBL, il y a d'autres écoles, il y a d'autres partenaires aussi qui sont sur cette lignée, qui sont sur cet aspect mise en place du numérique. Et donc, de pouvoir créer d'autres partenariats serait pour nous vraiment quelque chose de très riche dans l'avenir. Donc voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre entière disposition pour pouvoir répondre à vos questions, s'il y a des questions.